Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller le Mâche Patate! Cet épisode est une présentation de Caribou, le magazine de la culture culinaire québécoise raisonnée. En format papier ou sur le web, Caribou est la référence des médias qui traitent en profondeur les enjeux agroalimentaires et gastronomiques au Québec. Dans son dernier numéro, présentement en kiosque, Caribou met la famille en vedette avec un grand dossier sur les fermes familiales, s'intéresse aux familles des légumes et s'invite dans les familles des chefs Martin Picard et Stefano Faetta. Rendez-vous à cariboumag.com. Allô tout le monde, bienvenue au Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Je suis Marie-Hélène Dubé. Et je suis Marie-Hélène Jacques. Cette semaine, on aborde un sujet pour lequel on avoue avoir une petite inclinaison. On parle des mauvaises herbes, mais peut-être pas sous l'angle que vous allez imaginer. En fait, pour moi, les mauvaises herbes, ça sonne vraiment badass. C'est des plantes qui se faufilent, qui arrivent à profiter de la moindre occasion pour prospérer. C'est comme des rough and tough, tu sais, du règne végétal. C'est des plantes qui sont hyper adaptées. En fait, c'est comme des machines de guerre photosynthétique. C'est une belle manière de le voir. Ben oui, je sais, là, tu sais. Puis je sais que ça... Des fois, sont durs à aimer, mais quand même, quand j'ai suivi mon cours de design en permaculture, mon professeur disait, puis là, je le cite à peu près parce que, bon, le temps a passé, hein. Il disait qu'il n'y avait pas de mauvaises herbes, qu'il y avait juste des plantes qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, ou des plantes dont on ignore l'utilité. Donc toi, Marianne, est-ce qu'il y en a des mauvaises herbes dans ta vie? C'est quoi ta relation avec les mauvaises herbes? J'ai pas eu tant de problèmes de mauvaises herbes, mettons, si on présente ça comme un problème, parce que pour l'instant, j'ai été majoritairement en appartement, j'ai cultivé sur balcon beaucoup. Ceci dit, dans mes pots au 3e étage, j'avais quand même du pain d'oiseau, là, de l'oxalis, qui se mange, mais bon, il y en avait partout dans mes pots. Puis sinon, ben, je suis en processus de construction de maison à Stoneham, puis sur mon terrain, là-bas, curieusement, j'ai une grosse invasion de vignes vierges qui est curieuse, mais c'est ça. Ouais. Fait qu'il va falloir que, je sais pas, que elle rampe au sol, là, parce que c'est un terrain. Oui. D'habitude, on plante ça au pied d'une maison, puis ça grimpe sur la maison. Je sais pas qu'est-ce que les anciens propriétaires ont fait, mais en fait, c'est le fossé sur le bord de la route, là, il est comme tapissé complètement de vignes vierges. Eh ben, c'est joli l'automne, mais bon, c'est ça. Ouais, dommage que ces petits fruits se mangent pas. Ben ouais. Puis toi, Marie-Hélène, t'as-tu des problèmes ou des histoires fabuleuses de mauvaises herbes? Ben, par où commencer, hein? Parce que même si on veut les aimer, tu sais, elles nous causent quand même des problèmes des fois. Fait que j'avoue que malgré mes efforts pour voir leur bon côté, puis le côté poétique à aimer ces plantes rebelles-là, il y en a que j'aime moins. Que quand je les vois, je me dis « Oh non, pas celle-là! » Comme, entre autres, le mouron des oiseaux, tu sais, tu veux l'arracher, puis on dirait que les petites tiges te cassent dans les doigts puis que t'en viens jamais à bout, que ça reste toujours enraciné. C'est comme un petit Moses qui est toujours là. Puis je pense que celle qui m'a causé le plus de tourments, c'est l'égopode. C'est la fameuse herbe au goûteux. Parce que tu te dis, même si elle est comestible, là, j'aurais pu m'ouvrir une usine de pesto, là, moi, en mettant que ça aurait été un créneau intéressant, là. Fait que des fois, c'est ça, tu sais, l'utilité est pas comme proportionnelle à l'abondance du problème. Ouais, ben ouais. Faut le gérer à un moment donné, puis faut savoir quoi en faire. Ouais. Et donc, pour explorer un sujet qui peut être polarisé, on comprend, c'est pas tout le monde qui les aime, on va recevoir aujourd'hui Hélène Dubé, puis j'ai bien dit Hélène Dubé et non Marie-Hélène Dubé, mais c'est pas par hasard, hein, c'est ma tante. Mais donc, Hélène est professeure au Centre de formation horticole de Laval, et puis elle est aussi consultante en aménagement paysager et en horticulture, après avoir travaillé pendant près d'une vingtaine d'années dans la production en serre et exploité un centre jardin, puis elle est reconnue, entre autres, pour son approche soucieuse de la protection de l'environnement. Allô Hélène, bienvenue au Mâche Patate. Bonjour. 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 Alors Hélène, on le disait, tu enseignes depuis près d'une douzaine d'années. Est-ce que le profil des étudiants puis des étudiantes à qui tu enseignes et qui s'intéressent peut-être à l'agriculture, est-ce que ça a changé depuis que tu enseignes? Parce que nous, de notre côté, on sent depuis quelques années là qu'il y a une vague d'intérêt pour le potager puis le bio. Est-ce que ça se vit en horticulture? Ça se vit vraiment, c'est très, très visible, c'est très visuel. Dans ces 12 années-là, il y a toujours un intérêt. Mais là, maintenant, c'est très marqué, même que souvent, il y en a maintenant qui s'inscrivent en pensant que qu'ils vont toucher au maraîcher, qu'ils vont toucher à l'écologie, alors qu'on reste dans l'ornemental. Mais c'est correct aussi parce qu'ils apprennent beaucoup de techniques, mais effectivement, c'est par des cours le soir ou des cours
des façons de travailler dans le cours que j'essaie de leur inculquer justement les notions plus écologiques du métier. Mais c'est pas exactement, ils font un saut un peu lorsqu'ils se rendent compte que c'est ornemental et que l'écologie est pas tout à fait incluse. C'était comme leur raison c'est un gros principale. pourcentage aussi. Ben de plus en plus, pas si énorme. Là, il y en a qui vraiment. On a une clientèle très variée, là, de 18 ans à 65 ans, puis on chacun leurs besoins, là. Il y en a qui c'est pour la retraite, il y en a d'autres que c'est parce qu'ils veulent casser le moule parce qu'ils sont tannés, mais il y en a qui c'est parce que, justement, sont attirés par la nature, puis ils pensent que c'est probablement la meilleure porte à prendre, mais c'est ça. Ouais. Si on t'a invité au podcast des urbainculteurs, c'est entre autres parce qu'on sait que tu as une approche écologique du jardinage. J'imagine que ça teinte ta façon d'enseigner, puis il y a justement ces étudiants-là qui viennent pour ça, ils doivent être heureux de t'avoir comme professeur. C'est sûr que dès que je commence à parler de ça ou bien de faire une parenthèse plus écologique dans le cours, c'est sûr que il y en a plusieurs après qui viennent me dire hey, c'est exactement ce pourquoi je m'inscrivais ou bien je suis contente, est-ce que je peux avoir est-ce qu'il y a une façon de travailler pour qu'on puisse à exploiter ça, puis c'est là que je donne souvent des cours de soir. Pour les étudiants qui veulent en savoir plus sur l'écologie, t'as bâti comme de ton propre chef là, des cours de soir pour répondre à ce besoin-là. Oui, je suis allée voir la direction, puis au départ, c'était un cours de 60 heures. Maintenant, les directions changent, puis les visions d'école, tout ça, mais c'est deux blocs de 12 heures. Un sur l'aménagement éco-responsable de la ville à la berge. Donc, le deuxième bloc, c'est vraiment les berges, parce que je me suis spécialisée dans les berges aussi depuis toutes ces années-là, parce que j'étais, avant ça, en recherche en assainissement d'eau pendant 7 ans, avant d'être horticultrice. Fait que les deux métiers se sont comme unis. Puis là, je me suis rendu compte que c'était 1 + 1 fait 2. J'ai comme compris que le processus. Je comprenais la nature un peu, mais je comprenais pas l'horticulture, mais à un moment donné, ça s'est rejoint, puis là, ça a été... C'est toujours le mieux qu'on est capable de joindre nos champs d'intérêt. Oui, tout à fait, exactement. Puis, selon nos sources, très mystérieuse. Qui sont nos sources, hein? On protège nos sources, on mange patate. Tu donnes le cours, justement, sur les insectes, les maladies et les mauvaises herbes. Puis, est-ce que le cours sur la mauvaise herbe, puis le contenu qui est prévu, c'est un peu comme une source de tiraillement pour toi, pour la jardinière écologique que tu es? Non, justement, parce que il y a comme 2 cours à l'école. Je donne plusieurs types de cours, étant donné que j'ai touché à plusieurs facettes du métier. Donc, je suis un peu sur l'équipe volante, si on peut dire. Le couteau suisse du centre horticole. On fait sur ça de même. Ce qui fait que, théoriquement, je prends presque tout ce qu'on m'offre quand ça m'intéresse, mais quand c'est rendu à pesticides, j'ai toujours dit non. Parce que là, je me voyais pas enseigner les pesticides, puis toujours commencer à pas à dénigrer, mais à ramener ça de façon naturelle. Par contre, phytosanitaire, bien c'est la lutte intégrée. Je pourrais expliquer un peu plus tard tantôt si vous voulez. Oui, ben non, vas-y là. Ouais. Ben c'est la lutte intégrée, c'est-à-dire que c'est une façon de travailler notre environnement pour partir avec quelque chose au départ des plantes qui sont le moins malades possible. Ensuite, on va dans le cultural, c'est-à-dire que avec les outils, on essaie d'avoir un environnement propre. Puis si ça fonctionne pas, ben on peut y aller avec la nature, le bio, les amendements. Puis si ça fonctionne pas, là on va avec des engrais chimiques mais à faible impact, savon, soufre, des choses comme ça, c'est des maladies. Puis finalement, si on a tout essayé, on s'en va dans la lutte chimique synthétique qui peut être, c'est ça. Mais qu'on rentre pas vraiment dans le cours parce que ils ont le permis, parce qu'ils vont prendre un cours de pesticides. Donc, moi, je m'arrête principalement à la lutte chimique non dommageable pour l'environnement. Ce qui fait que j'ai l'occasion de montrer beaucoup, de leur montrer justement l'importance des insectes auxiliaires, puis que finalement, c'est très, très, très rare que les insectes vont être... devenir un problème. Un problème, majeur, exactement, ouais. Parce que généralement, c'est plutôt regarder comment faire pour justement mettre un milieu équilibré, parce qu'une plante, quand elle n'est pas équilibrée, elle envoie des signaux de détresse, puis ça veut tout simplement dire que justement, l'horticulteur en tant que tel a pas tout à fait bien fait sa job, il est en voie de... Donc, dès qu'il y a des insectes, il devrait toujours regarder premièrement le sol, puis ensuite faire l'examen pour voir, parce que ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas vu les autres indices avant. Donc, il n'a pas vu que la plante était pas tout à fait dans son environnement ou qu'il a
plusieurs raisons. Puis là, finalement, il se rend compte qu'il y a des insectes, ça fait qu'il faut qu'il doit réagir. Puis là, c'est ça. Puis on réagit avec quelque chose de naturel le plus possible. Souvent des insectes. C'est dans une serre, on les appelle les auxiliaires, nos alliés. Puis si c'est dehors, c'est encore plus facile. Ils sont déjà là, on n'a pas rien acheté. Il faut juste travailler avec, c'est ça, des produits. Malgré le fait que les pesticides sont au programme, c'est dans le cours dans lequel tu enseignes, tu réussis à sensibiliser les futurs horticulteurs à tout ce qu'on peut faire avant d'en être rendu là, puis c'est là-dessus que tu mets l'emphase. Fait que finalement, tu restes en cohérence avec tes valeurs, malgré le contenu du cours. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, astucieux. Mais c'est ça, même si j'enseigne dans les serres aussi, parce que le programme de production, c'est sûr que j'enseigne qu'est-ce que l'industrie fait, mais parallèlement, j'enseigne toujours comment je procédais de façon plus écologique. Oui, c'est ça, parce que les dans tes algues. serres, Moi, j'ai jamais utilisé aucun pesticide. Fait que c'est 20 ans. possible. Oui. Voilà. Oui. C'est ça. Mais ça existe. Je n'avais pas dit que j'avais pas d'insectes. Ça veut juste dire que je travaillais différemment. Ouais. Puis comment tu réconcilies les étudiants avec justement les mauvaises herbes? Bien, c'est sûr que ils ont à peu près comme, il y en a pas tant que ça, mais ils ont une centaine de fiches à apprendre de mauvaises herbes, ils ont une centaine de fiches à apprendre d'insectes, une cinquantaine de fiches à apprendre de maladies. Donc, quand on arrive dans les mauvaises herbes, c'est sûr que la fiche en tant que telle, elle est plutôt straight, mais moi, je rajoute justement l'intérêt humain et écologique, les insectes, l'utilité aux insectes, aux humains, médicinales, comestibles, la beauté, ou bien, surtout aussi, je leur montre que ça peut être des plantes bio-indicatrices. Donc, si vraiment ils connaissent leurs mauvaises herbes, sans des fois même remuer la terre, ils peuvent savoir quel type de sol qu'il y a. Puis, c'est comme ça, je travaille beaucoup avec les berges, parce que les arbres vont me dire exactement le type de sol, puis pour pouvoir juste choisir. En observant finalement la nature déjà en place, t'arrives à... Plus ils vont connaître leurs plantes, plus ils vont connaître les mauvaises herbes en particulier, parce qu'une plante ornementale, c'est une plante qui est reliée à l'homme, puis dès qu'on la laisse aller, elle dépérit, elle a besoin de l'homme, tandis qu'une plante... Ou à prendre le dessus dans un environnement qui est pas supposé, parfois. Oui, aussi, oui, tout à fait. Ben là, on travaille avec des plantes envahissantes, tout à fait, là, comme l'Hypopodium qu'on parlait tantôt. Ben oui. Donc, mais c'est ça, c'est Fait qu'on montre un peu, c'est ça, les avantages, puis fait que pour en revenir à la définition sympathique des mauvaises herbes qu'on parlait au départ, on peut considérer justement que c'est des plantes qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment, quand on dit que c'est une mauvaise herbe des fois, ou dont on ignore l'utilité. Et donc justement, on va parler avec toi de 5 mauvaises herbes sous l'angle de leurs bienfaits et vertus, puisque c'est les avantages que tu aimes mettre de l'avant. Tu voulais entre autres nous parler du plantain. Oui, parce que justement, elle a beaucoup de qualités. C'est que premièrement, c'est une plante bio-indicatrice. Donc, généralement, quand on retrouve du plantain, ça veut dire que le sol est très compact puis asphyxié. Puis je donne souvent un exemple que j'ai vécu, parce que je leur montre, c'est ça, souvent des exemples qui permettent de visualiser. C'est que pendant 20 ans, entre ma maison et ma serre, mes employés, j'ai une dizaine d'employés, ils mangeaient dans la maison, puis on allait dans la serre, donc mon sol était vraiment compact. Lorsque j'ai fermé mes serres, il y avait quand même, c'était un endroit où on travaillait beaucoup, puis donc c'est ça, à un moment donné, quand on a fermé, le plantain s'est mis à pousser, puis à proliférer, puis à prendre tout l'espace, puis j'avais jamais vu de plantain aussi énorme de ma vie. Puis là, je me disais, c'est vraiment compact. Pendant une couple d'années, je dirais, c'était majoritairement du plantain. Okay. Tout d'un coup, le plantain a laissé la place au trèfle. Okay. Mais là, justement, la terre était décompactée, la racine avait fait son travail. Là, le trèfle venait faire l'enrichissement. Puis, comme c'est proche, je suis entourée de gens, tout simplement pris le dessus. Puis maintenant, j'ai un peu de plantain, un peu de trèfle, puis beaucoup de graminées qui sont revenus. Ça ressemble plus à son entourage. Mais ça s'est fait tout seul. Donc, on n'a pas à intervenir la plupart du temps. C'est tout. Mes souvenirs de plantain, c'est une des premières plantes que j'ai appris à identifier quand j'étais tout petite. Puis c'était parce que il y en avait partout dans la cour d'école. C'est ça, c'est très présent en ville. Ben oui, parce que tu sais, une cour d'école, mais j'avoue que je ne sais pas en quelle année a été fondée mon école primaire, mais on parle de décennies de piétinement, d'enfants qui courent partout. Exactement. Puis c'était pas mal juste ça qui poussait. Puis c'est souvent, pour les Autochtones, c'est souvent relié à l'homme blanc, c'était amené, mais il s'appelle, je sais pas si vraiment ça veut dire ça, mais plantain comme la plante des pieds, puis il disait souvent que c'était à cause où ce que les Blancs avaient mis les pieds, parce que nous, on était sédentaires, eux non.
Donc, on avait beaucoup de plantains. Moi, j'ai déjà entendu cette explication. Mais je sais pas exactement si c'est réel, mais dans le fond, c'est vrai que autour des habitations, puis où est-ce que c'est compacté, on en voit beaucoup. Ouais. Moi aussi, c'est une des premières plantes. T'allais dire c'est bon? C'est vraiment bon au goût. C'est parmi les premières, moi, que j'ai mangé. Ah, quand j'étais jeune, je savais toujours pas que ça se mangeait, moi. Ah, c'est très, oui, c'est un petit goût, moi, j'aime le goût. Hein. Les feuilles, doux. Là, Ben, tout est comestible. Ouais. Parce que je sais qu'on pouvait comme le mâchouiller pour le mettre, mettons, sur des piqûres d'insectes. Oui, des choses comme ça. Oui, exactement. Okay. Ah, je suis jamais allée plus loin que le mâchouiller. Le prochain. Lorsqu'elle est jeune aussi, elle se met en salade, mais il faut la couper, être assez épaisse, il faut la couper assez fine, mais c'est les grosses feuilles doivent être assez coriaces. Celles qui ont décompacté mon sol, il y avait quasiment 30 cm de long. J'avais rarement vu ça. Ben ouais. C'est même un projet des urbainculteurs où on cultive un plantain comestible pour un restaurant. C'est vrai? Voilà. Plantain maritime, c'est ça? Plantain maritime, ouais. C'est le restaurant chez Boulay, avis aux gens de Québec gourmands. Si vous voulez goûter, il y en a peut-être là-bas. T'as mentionné le trèfle qui avait pris le dessus, pas pris le dessus, mais qui a fini par s'installer après le plantain. Fait que le trèfle aussi, tu voulais en discuter avec nous? Oui, ben c'est ça. C'est sûr que le trèfle, c'est un mal-aimé, malheureusement, puis il est disparu de nos pelouses alors qu'il revient tranquillement, mais c'était un peu à cause de l'industrie. Et eux autres, ils voulaient vendre, probablement, vous savez, là, mais ils voulaient vendre des engrais, donc ils ont fait plus des graminées pures, puis parce que lorsqu'on a du trèfle dans notre pelouse, c'est qu'on enlève 1/4 à 1/3 de la quantité d'engrais qu'on doit mettre parce que le trèfle fait le travail. Donc, pour eux autres, c'était pas payant qu'on ait du trèfle, que c'est comme devenu standardisé. Le trèfle est disparu, des choses comme ça. Mais quand on a du trèfle dans notre gazon, puis le trèfle va toujours aller aider. La plupart du temps, il est toujours en association justement pour aider les pelouses. Comme j'ai dit, mon plantain, il est revenu après. Mais j'ai déjà eu chez un client une berge où j'avais expliqué comment faire des boutures de mérique baumier parce qu'elle avait une grande plage de sable puis elle voulait tout simplement ramener la nature puis fermer cet grand espace-là parce que les gens étaient portés à venir sur son terrain vu que c'était une belle plage. Et que j'avais expliqué comment faire des boutures de mérique. Puis le mérique, c'est un peu comme le trèfle, c'est pas une fabacée, mais elle a des nodules, puis elle aussi, elle enrichit le sol, comme le trèfle. C'est ça, parce que le trèfle, donc, fixe l'azote atmosphérique dans le sol, comme on a déjà parlé là, dans un épisode passé à propos des légumineuses, en général. Oui, c'est ça, les légumineuses, puis il y a beaucoup d'arbustes quand même comme ça, puis le mérique, c'est vraiment une plante parfaite pour les berges parce qu'elle a plusieurs propriétés, dont les nodules. Ce qui fait que lorsque je suis repassée, elle avait planté à peu près tous des petits bâtons de mérique d'à peu près 10 à 15 cm dans son sable. Puis là, je m'approche, puis autour de chaque petit bâton, il y avait une couronne de trèfle, à peu près de 10 cm. Donc, il y avait un petit bâton, puis une couronne de trèfle, un bâton, une couronne de trèfle. Wow. Là, j'ai dit, hey, vous avez pensé à mettre du trèfle en plus? J'ai dit, quelle bonne idée! Elle a dit, non, c'est venu tout seul. Imaginez dans du sable, des petits piquets avec du trèfle qui s'est installé, fixé autour, venir aider. Ça m'avait vraiment épaté. Là, j'en revenais pas de voir comment la nature elle était capable de travailler puis de s'associer parce que la plupart du temps, on parlera pas de sol aujourd'hui, mais tout se passe dans le sol. C'est les associations qui font la plante va toujours attirer ce qu'elle a de besoin, c'est elle qui orchestre les mycorhizes, toutes les bactéries, tout est orchestré par la rhizosphère, qu'on appelle, donc souvent c'est ça. Donc probablement que le mérique a appelé au secours et le trèfle, généreuse comme elle est, elle s'est rendue à la base du mérique. J'avais un professeur d'université qui disait que souvent, moi j'étudiais en biologie là, puis qu'on envisageait la nature sous l'angle de la compétition, que tous les organismes sont en compétition les uns contre les autres, mais que là, on se penchait sur le règne végétal, entre autres, on découvrait beaucoup d'exemples de collaboration entre les organismes, au fond. Oui, tout à fait. C'est la notion que le plus fort l'emporte, le lion, le roi de la jungle. Chez les plantes, on aurait peut-être beaucoup de leçons à apprendre des plantes. Oui, exactement. C'est ce que je dis souvent. Si on s'associait plus plutôt que lutter, oui, une certaine lutte, mais une lutte justifiée, mais tout à fait normale aussi. C'est tout simplement que la nature va semer comme un champ. Un champ, c'est ce qu'il y a de plus ordonné. Qui croirait ça? Mais c'est de l'ordre parfait. C'est rempli de mauvaises herbes, mais c'est de l'ordre parfait parce que justement, elle va semer 10, 20, 100
1000 graines, puis celles qui vont rester, ben c'est celles qui correspondent aux conditions. Donc les autres vont tout simplement, c'est l'équilibre. S'il y a une roche, une petite dépression, puis une plante à côté, ben il y en a que la roche, ça va être trop de minéraux pour elle, l'autre la dépression, trop d'eau, l'autre trop d'ombre, ce qui fait qu'ils vont s'éliminer, mais ceux qui ont besoin de ces éléments-là vont tout simplement être là. Donc il n'y a pas aucun hasard dans un champ. C'est vraiment, tout est à sa place, tout est ordonné, tout est fait. Ce qu'on devrait essayer de faire, mais on devrait pas imiter, on devrait justement pouvoir s'insérer et travailler comme un peu comme elle fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Au fond, ça fait 2 fois que tu reviens avec cette expression-là de pas imiter, mais de s'inspirer. De s'insérer. S'insérer. Est-ce que tu peux expliciter cette idée-là? Ben, c'est ça, c'est parce que souvent, on a évolué, puis on comprend la nature, mais comme un peu à moitié, puis plus on va la comprendre, ça va être plus facile, mais on la comprend, puis on essaie de faire ce qu'elle fait. Comme moi, avant, j'étais en assainissement de l'eau. Bon, puis c'est sûr que les usines d'épuration, c'est parfait, mais on fait justement travailler dans le sens que les plantes font habituellement, vont épurer les eaux puis tout ça, mais sauf que nous on les fait dans des bassins de béton puis tout ça, mais on comprend que si on donne la nourriture, les bactéries vont augmenter, si on donne de l'oxygène, il va en avoir, ce qui fait que on peut faire une grosse partie que la nature fait, mais avec du béton. Ouais. On peut faire plein de choses, on peut faire des barrages. C'est sûr qu'une plante, les racines, c'est comme des clous, ça va faire un vrai barrage. Mais nous, on arrive avec notre bois, notre béton encore, notre pierre, puis on fait des murs, mais souvent les vrais barrages naturels. Ce qui fait que on a toujours une certaine limite quand on limite quand on... Ouais, je comprends. Donc, tandis que si on comprend comment est-ce qu'elle procède, tout simplement, ben c'est de savoir au bon moment quoi faire, puis quand rentrer, quand intervenir. Souvent, on est trop propre, on arrive avec nos gros sabots, puis on pense qu'on va justement l'aider, puis sans savoir. Puis c'est rarement volontaire, là, la plupart du temps. Puis si on est rendu ici, c'est parce que justement, on a essayé plein de choses, mais on est rendu au point où on comprend qu'on a une limite, puis qu'on revient. Les cours que je donne, c'est souvent les phytotechnologies. Okay, ouais. Le cours aménagement éco-responsable, c'est un cours sur les phytotechnologies, les 6 phytotechnologies, les 5 premières dans le premier cours, puis les berges, vu que c'est très fragile, là, je le donne en dernier, un 12 heures à part, parce que ça demande plus de connaissances, puis il y a des règlements à suivre, ce qui fait que... c'est dans le sens, au fond, peut-être que c'est comme un peu prétentieux de dire qu'on va imiter la nature, mais de l'observer avec sensibilité, puis humilité, puis de s'en inspirer. Exactement, puis on apprend tellement plus. Ben c'est pour ça que je parle de plantes bio-indicatrices souvent, parce que elle parle tout le temps, puis plus on la comprend, plus on peut, c'est ça, agir de la bonne façon, ou ne pas agir, justement. Tout dépendant, là. Puis là, je t'ai entraînée dans une parenthèse, là, mais on faisait un top 5 de mauvaises herbes utiles, hein. Okay. Mais c'est ma faute, je prends le blanc. Non, c'est correct. Et je te ramène sur la traque, hein, en t'invitant à parler de la chicorée sauvage. Ben, la chicorée, quand Marie-Hélène m'a demandé, qu'est-ce que tu veux, comme, est-ce que tu as des plantes préférées? C'est sûr que la chicorée m'est venue tout de suite dans la tête parce qu'elle n'est pas à l'étude, elle est rarement à l'étude, mais c'est d'une grande beauté, on en a partout. Oui, moi je trouve ça tellement beau. Moi aussi, je trouve des vraies fleurs bleues. Oui. Elles sont rares, les vraies fleurs bleues, là, vraiment. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine, mais c'est pas juste pour ça que je l'aime, mais déjà. En plus, c'est qu'elle indique l'heure, hein, quand on l'observe, le matin est bleu, ensuite elle devient rose, à la fin de journée, elle est, souvent les Amérindiens, paraîtrait-il, ils savaient un peu l'heure, ben, ils connaissaient l'heure autrement, là, mais ça l'indique aussi. J'ai lu ça dans les débrouillards quand j'avais 7 ans. Dans les débrouillards? Oui, j'avais capoté. Ah oui, ok. Ah, je savais pas. Parce que des fois, je recherche cette information-là, parce que j'aimerais la mettre des fois dans ça a été fiches, documenté par les brouillards, assurément, quelque part dans les années 80. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de choses que maintenant que j'enseigne, je note plus, mais j'ai plein de choses que j'ai dans la tête, mais des fois, j'essaie de retrouver une source parce que c'est toujours un peu embêtant. Pas sûr, c'est une source très crédible. Je pense que c'est la petite grenouille en caricature. OK. mais ça devait être basé sur je comprends, c'est une blague. Mais effectivement, c'est ça, elle change de couleur, puis c'est à la fin de la journée. Ça fait que ça nous aide à donner... Puis... bien entendu, c'est que elle est plus ou moins aimée, mais c'est parce que quand on peut cultiver l'hiver,
OK? Sans électricité, ça, c'est un autre cours que je donne. Dans les couches froides. Puis pour avoir, mais puis la chicorée est intéressante parce qu'elle est très coriace aussi, elle est facile, elle est un peu amère, mais quand on la fait, on peut la faire l'été. Moi, si je la fais autrefois, j'en fais beaucoup moins. Je fais toujours mon potager, mais beaucoup moins parce que j'ai un peu de moins de temps, mais puis il est rendu petit. Mais je l'agrandis, je recommence à l'agrandir. Bref, la chicorée, c'est ça. Quand on la met au printemps, elle est tendre, c'est bien, mais c'est sûr qu'elle devient assez amère rapidement, ce qui fait qu'on la laisse monter, puis on sait pas trop quoi faire avec. Quelle partie tu manges que tu dis qui est tendre? La feuille. La feuille. C'est comme, oui, la feuille est comestible, comme la laitue. C'est dans la famille de la laitue, c'est une astéracée. Donc, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que à l'automne, je l'arrachais. Puis je gardais juste la racine, puis là je la mettais dans un bac, puis on fait des endives dans notre sous-sol. Puis c'est une seule et même plante. Là. C'est la même plante. C'est ça que les gens Français d'apprendre. Oui, moi je pensais que c'était une variété. Oui, ben une variation proche de ça, mais il y en a qui ils l'ont cultivé comme n'importe quoi. Que la carotte sauvage est encore fibreuse, ils ont fait des carottes plus savoureuses, plus sucrées, plus molles, mais effectivement, mais j'en ai mangé, j'en ai fait. Donc je le prenais, puis c'est bon, de toute façon, une endive, je trouve ça un peu amer. Oui, c'est toujours amer. Fait que je voyais, moi personnellement, j'ai pas vu beaucoup la différence. Puis bien entendu, la racine, bien elle est quand c'est un substitut de café pour femme enceinte. Oui, c'est ça. Fait que pour ceux qui nous écoutent, qui disent Marie-Hélène Dubé est enceinte. Non, c'est Marie-Hélène Jacques. Mais c'est ça, puis bizarrement, tout le long que j'étais enceinte de mon premier, j'avais un dédain atroce du café. Puis là, j'avais découvert la chicorée que je buvais comme incroyablement sans arrêt. Puis lorsque j'ai accouché, ben j'ai détesté la chicorée en café et j'ai tout simplement repris mon café normal, mais j'ai vraiment aimé le goût le temps que j'étais enceinte. Je trouvais ça délicieux, onctueux aussi, ce que je retrouve plus maintenant. Donc l'intérêt, bref, de la chicorée est beaucoup, très esthétique, puis son intérêt est beaucoup comestible. Comestible, oui, tout à fait. OK. Puis elle est très utile pour la pollinisation aussi. OK. Vraiment, parce qu'elle a beaucoup de pollen, oui, c'est ça. OK. Puis ta quatrième plante était l'ortie. Tu voulais nous parler de l'ortie? Oui, ben l'ortie, je me sentais un peu obligée d'en parler parce que c'était la mauvaise herbe que tout le monde connaît presque. Puis je trouvais que c'était quand même, on pouvait pas passer à côté parce que justement c'est une plante qui donne beaucoup d'énergie, qui a des minéraux, des oligo-éléments, qui est encore mal aimée la plupart du temps, donc parce qu'elle pique. Donc, puis elle est envahissante. Elle est envahissante, exactement là. Mais ça l'indique souvent que votre milieu est trop riche. Fait que c'est souvent où il y a de la matière organique en décomposition. Donc, c'est ça. Si vous êtes trop envahissante, ben arrêtez de mettre des amendements dans votre terrain. Laissez redescendre la décomposition, puis elle va disparaître. Mais c'est sûr que en tisane, dans les salades, dès qu'elle est sèche, on sait, elle n'est plus piquante, donc on peut l'utiliser. Oui, c'est ça, parce que ça peut paraître vraiment contre-intuitif de mettre une plante urticante dans sa bouche. Oui. Mais non, c'est ça, une fois cuite ou une fois séchée, toutes ces propriétés urticantes sont complètement disparues, puis c'est particulièrement délicieux, les pousses d'ortie, là. Ouais, tu sais, j'avoue que moi, ça me fait saliver quand j'y pense, là, j'ai comme trop des souvenirs gustatifs intensément joyeux reliés à l'ortie. Puis c'est ça, moi je dis tout le temps, des fois, les gens, ils veulent en cultiver, là. Parce que justement, ils disent que c'est comme, tu sais, c'est parmi toujours les plantes préférées des herboristes. Oui, c'est ça. Cultivez-en pas. Allez plus l'accueillir chez votre voisin ou, tu sais, trouver un endroit où il y en a parce que, tu sais, c'est... Ah oui. C'est ça, quand on parlait de quand j'ai dit en introduction, l'ampleur de ses avantages versus son abondance relative dans notre milieu, tu sais, ça peut être... quand même disproportionné, là. Fait que trouvez un spot où vous pouvez en cueillir, mais... Puis faites attention à l'accueillant pour pas que ça vous pique partout. Oui, c'est ça. Faut mettre des gants ou bien il faut aller vraiment au collet. Quand on n'a pas de gants, on va au collet, on la tire sans se piquer. Ouais, moi, je suis pas si sensible que ça. Tu sais, je peux... Tu sais, ça me brûle un peu, mais... je te dirais, moi. Ouais. Ben, il y a quelques projets des urbainculteurs où c'est une des envahissantes qui est présente, là. Fait que moi, j'en ai manipulé... pas mal, hein? Puis, Souvent dans les pots,
Ça se peut-tu? Oui. Ou souvent dans les pots, parce que moi, où ce que je demeure, c'est montagneux. J'ai pas tant de... Je pense même que si je la cultivais, elle serait pas si envahissante. Mais quand j'avais mon centre jardin, ça venait avec les plantes quasiment. Puis c'est ça. Puis j'avais les semences se transportent par le vent. Oui. Fait que tu sais, des fois sur les toits là, à des endroits assez inusités, ça peut être une des mauvaises herbes qu'on retrouve. Oui. Étrangement. Oui, exactement. Puis c'est ça, dans le fond, moi j'avais une voisine aussi qui élevait des poules. Puis quand j'avais mon centre jardin, elle disait garde-moi tout ton ortie, elle venait le chercher pour nourrir ses poules. Oui, elle mettait ça dans ses grains, puis elle disait que ça produisait mieux. Fait que la poule mange le feuillage cru. Oui, elle mélangeait ça à la moulée. Okay. Elle fait sécher. Sécher, c'est puis ça. c'est ça. C'est ça. Elle l'égrainait, puis elle le mettait dans son... OK. Puis l'asclépiade. L'asclépiade, ben c'est ça. J'ai plein de raisons encore. Je me souvenais plus de l'asclépiade, mais c'est tout simplement un peu pour sauver le monarque. Parce que il y a vraiment de plus en plus il y a eu une chute de monarques, on le sait. Donc l'asclépiade, c'est à peu près sa seule nourriture. Puis le jardin botanique fait aussi il y a un site où lorsqu'on voit des asclépiades, on peut s'inscrire puis l'indiquer, des choses comme ça. Donc je me disais que c'était une plante qu'on devrait reconnaître facilement puis d'essayer de la protéger, mais tellement envahissante. Oui. Parce qu'avec mes groupes, on va souvent dans les autres écoles parce ça nous prend des terrains pour pratiquer. Ouais. Puis elle est quand même assez populaire parce que les enfants apprennent à l'école que c'est une belle plante, mais c'est rendu dans les plates-bandes. Puis le mandat de mes étudiants, c'est de remettre ça de façon ornementale, mais là l'asclépiade est dedans, puis là ils sont déchirés entre le fait qu'il faut qu'ils mettent ça. Puis c'est de ta faute, ils sont déchirés, c'est toi qui leur as appris. Fait que là, je dis, faut aller voir le client, faut savoir qu'est-ce qu'il veut. Mais c'est ça, des fois, on en laisse dans un secteur, mais on peut pas laisser tout parce que la façade serait remplie. C'est ça, parce qu'elle est très envahissante par ses rhizomes, contrairement à l'ortie, que c'est beaucoup par ses semences. Là, c'est vraiment, le rhizome, c'est une tige souterraine, fait qu'il va voyager, puis là, il va y avoir un individu qui va... en fait, c'est tout le même individu, là. Moi, prof de biologie qui lance d'oreilles cillerait, mais bref, un ramet, si vous voulez le vrai mot. Donc, finalement, il y a une autre tige qui sort, puis une autre tige qui sort, puis une autre tige qui sort. Exactement, quasiment sans fin. Oui. Très présent sur les bords de route, entre autres. Oui, beaucoup. On en voit beaucoup sur le bord des autoroutes. Mais non seulement non seulement le monarque la mange, mais nous aussi, on peut la manger. Oui. Ça, par contre, depuis que je suis petite, j'ai goûté à presque tout, mais pas ça. Quelquefois, quand j'allais à l'école, quand j'étais vraiment petite, je mangeais des feuilles en m'en allant, puis il y avait certaines haies que ça piquait après ou j'enflais un petit peu. Donc, je savais que ces haies-là, je n'y touchais plus. Je témoigne que se promener en forêt ou peu importe avec Hélène, elle va goûter un peu tout ce qui se passe à côté d'elle pour voir. Faut quand même être un peu méfiant. Oui, c'est sûr que j'essaie de pas faire ça devant les enfants, mais en tant enfant, je l'ai fait beaucoup. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'en ai mangé beaucoup d'asclépiades, fait que je peux vous livrer mon vécu. Oui. L'asclépiade, ça contient un latex blanc qui est super collant, fait qu'il faut pas la manger crue. C'est sûr que c'est désagréable, là. Comme toutes les plantes de la famille des laitues aussi ont un latex, là, mais bref. Il faut la faire bouillir dans 2 eaux. Ben, la blanchir, pas la faire bouillir après ça, sinon c'est plus... mettons, faire bouillir dans 2 eaux des petits boutons de fleurs, c'est sûr qu'après ça, ils sont mous, hein. Fait que les pousses printanières se mangent. Il faut pas les confondre avec celles de l'apocin, qui est dans la famille de l'herbe à... J'ai toujours un doute, puce. L'herbe à puce. Fait qu'il faut être sûr, il faut avoir repéré l'année d'avant que c'est vraiment une talle d'asclépiade. Faut pas dire, il me semble que c'est ça que ça a l'air, là. C'est très, mais il y a des belles photos dans les guides Fleurbec des pousses d'apocin versus les pousses d'asclépiade. Consultez-les. Après ça, les boutons floraux se mangent comme des brocolis. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup mangé, là. Ouais, j'ai eu un été, guide de rafting avec un salaire, qui était inversement proportionnel au plaisir que j'avais à faire ce métier-là. Puis, fait que je m'étais beaucoup penchée sur les ressources alimentaires sauvages. Ce qu'il y avait autour de toi. Il y avait beaucoup de murs. Puis, tu sais, on avait des cabanes dans la forêt, là. Ça a l'air idyllique, comme je le disais. C'est vrai, ça l'était. Le bel été de mes 20 ans. Fait que j'ai mangé beaucoup ça rappelle beaucoup le goût du brocoli, là, les boutons floraux. Puis ça aussi, il faut que tu fasses cuire dans 2 eaux. Oui, parce qu'il y a un latex dans toutes les parties de la plante. Puis finalement, il y a des petites gousses qui, avant qu'elles deviennent fibreuses et douces comme de la soie, quand elles sont encore beaucoup plus courtes que le pouce, là, qui sont comestibles. Puis celles-là, je les ai goûtées marinées. Puis c'est vraiment bon aussi. Fait que voilà.
Le monarque, lui, il mange ça cru, par exemple. Oui. Mais c'est pour ça que les chenilles, c'est ça que t'allais dire? Je te Oui. laisse le Non, dire, vas-y. Non, mais c'est pour ça qu'ils sont, justement, c'est un peu un moyen de défense. Oui, exact. Puis il y a même un autre papillon dont le nom m'échappe. Le vice-roi. Oui, c'est ça, le vice-roi, qui limite parce que, justement, il se fera pas manger parce qu'il ressemble à la monarque, puis... Qui devient comme donc toxique, le monarque, Oui. à cause qu'il se nourrit d'une plante toxique, Oui. c'est ça que C'est je comprends. ça. Ben, Puis puis le latex. le papillon, qui est pas toxique du tout, qui mange pas d'asclépiade, imite l'apparence du monarque Oui. pour bénéficier, c'est ça, du même doute entretenu par les oiseaux à son égard. Puis l'asclépiade, c'est aussi ce qui était surnommé comme la soie des Amériques ou quelque chose Oui, comme oui. ça, parce que c'est ça, les petits, les gousses dont tu parlais qui se mangent, quand on les laisse aller, les semences ont comme des, j'ai pas le nom technique, des... Ben, c'est Comment comme, ça c'est s'appelle? comme un duvet. Ouais. Ouais, ben, c'est Mais des je veux soies. dire- Ouais, c'est comme Oui, ça que ça c'est s'appelle oui. vraiment? Oui, Ok. il me semble que c'est des soies qui Ben non, on me regarde comme si j'allais le savoir. Mais je pensais, tu sais, à des, mettons, Ouais, des des semences de soies. pissenlit blanc, là, j'avais pas Ouais, ça. des Des aigrettes. aigrettes. C'est comme ça que ouais. ça s'appelle? Va falloir consulter un Ok. livre de morphologie. Bref. Ces soies-là ont des propriétés isolantes, entre autres. Je sais il y a de la recherche qui est faite pour comme absorber, mettons, le pétrole dans l'eau. Ça va Oui. comme juste absorber Ah, le pétrole, puis Oui. puis pas l'eau. En tout cas, ça a l'air d'être une ressource Oui. intéressante. Puis Ok. c'est ça, idéalement là, si quelqu'un se penchait vraiment sur le sujet, il paraît qu'il y en avait, mais c'est peut-être économiquement difficile, mais remplir des manteaux, Oui, c'est ça. des choses comme ça, il y en a qui ont regardé ce volet-là. Oui, mais, je pense que c'est encore en cours. Je pense qu'il y a eu une petite déception par rapport justement au coût au départ, mais je pense pas que ça a été complètement abandonné. Ok. J'ai lu récemment ce là-dessus. serait mais une bonne faudrait- idée. Ouais, moi aussi. Parce que c'est ça s'est ça, perdu c'est hyper dans- léger et très isolant, je pense, Oui. mais c'est Ouais. ça, c'est peut-être la production Ouais. qui est pas facile. Non. Ouais. Ben, ouais. C'est ça. Et donc, si, là, on est sensibilisé à tous les bienfaits des mauvaises herbes, si, malgré tout, pour une raison X, on veut s'en débarrasser, là, ou bon, le contexte fait qu'on peut pas les laisser aller dans notre jardin, qu'est-ce que tu recommandes comme approche? Oh, quelle bonne question. Ben, ça dépend. Dans un potager, il y a plusieurs façons de limiter les mauvaises herbes au départ. C'est sûr quand la plante est à nu, puis que c'est vraiment des plantes annuelles, c'est-à-dire qui se ressèment, on peut travailler avec le gluten de maïs, c'est un antigerminatif, puis qui va rester dans le potager, ce qui fait qu'il va nourrir, après c'est très riche en 10%, je crois, en azote. Donc, il va détruire tes mauvaises herbes, mais après ça, il va nourrir tes légumes. Ça, j'ai jamais entendu ça, sauf qu'il faut pas que tu fasses des semis. Si en Non, fait, c'est chose ça. de germer, c'est tes Non, transplants que oui, t'as. c'est ça. C'est un antigerminatif, mais c'est ça, c'est pour les plantations, C'est effectivement. ça, parce que si après tu C'est fais un ça. semis de carottes, ça va anti-germer encore. Exactement, c'est sûr que comme je l'ai utilisé beaucoup moi dans la pelouse, ce qui fait que c'était dans les Ah, sections ok, que je ouais. ne refaisais pas de semis après. Mhm, ouais. Mais si j'avais des secteurs où ce que j'avais des semis à faire, c'est sûr que je le faisais pas là. Mhm. On le fait beaucoup plus aussi dans les plates-bandes de fleurs C'est parce ça. qu'il y a beaucoup plus de fleurs. Mais dans la section potagère là, ça prend des plants effectivement parce que si on repart nos petites Ça, plantes ça se carottes. trouve où du Moi, j'ai gluten de jamais maïs? entendu ça. Ah, le gluten de maïs, ben pourtant c'est dans les coops, mais avant c'était vraiment en poudre, c'était quand même plus facile à trouver là. Il est un peu plus dispendieux parce qu'ils le font en granules, malgré que même si dans ma pelouse, si je partais avec mon épandeur puis ça faisait un gros coffloc à terre, ça brûle pas, ça fait juste sentir le cornflake. on passe le râteau puis il y a pas de dommages, contrairement à un engrais chimique. Okay. Mais c'est ça, dans les coops, mais de plus en plus, moi, c'est sûr que quand on achète régulièrement une place, des fois, on peut le demander. Il y a deux choses que je demande tout le temps pour mon sol, c'est le gluten de maïs puis la roche de basalte. Parce que c'est une roche qui est vraiment nourricière, autant, pas juste pour les mycorhizes, les champignons, mais aussi les bactéries, les bactéries n'ont pas toujours la facilité avec la roche, mais ça, c'est une roche nourricière qui fait que je l'utilise. Mais sinon, si c'est à nu, bien entendu, on peut mettre une toile. Noir opaque. Oui, là, c'est ça. C'est quand même assez facile. Ou sinon, ben, on y va avec nos mains. Du désherbage manuel. Du désherbage. c'est ça. Mais que lorsque le désherbage est bien fait au printemps, après ça, c'est que ce n'est que du sarclage. Donc, c'est beaucoup moins profond, c'est facile à faire. C'est juste que le premier geste qu'on doit faire, c'est un vrai désherbage. Puis ensuite, un simple sarclage avec un genre de petit râteau qu'on passe, là, un petit rasoir en surface. Puis souvent, on n'a même pas besoin d'enlever. Souvent, moi, mes mauvaises herbes,
je les laisse sur place parce que ils retournent à la terre, là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça fait que la plupart du temps, puis s'il y en a un peu trop, si j'ai passé tout droit, ben là, je vais le mettre dans mes allées. Mes mauvaises herbes. OK, coupé, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que les prédateurs prédateurs sont là. J'ai comme une vision que tu les déterrais puis t'allais les replanter ailleurs. Non. Je trouvais ça un peu Je vais les coucher, tout simplement, me les déposer, parce que souvent, il y a des prédateurs aussi qui peuvent profiter de ça. Donc, pour avoir un certain équilibre, ben c'est pas par hasard qu'ils sont là la plupart du temps non plus. Ça fait qu'on les laisse... faut que ça soit propre, mais en même temps... c'est ça, pas trop propre. C'est ça notre problème, c'est qu'on est... un petit peu de désordre. Oui. Tu as mentionné la bâche de plastique, c'est comme une forme de paillage. Oui. Mais les paillis de matière organique, est-ce que tu en utilises? Est-ce que tu en recommandes? Dans le potager, ben c'est plus difficile dans le potager parce qu'on l'a remué, puis quelqu'un qui a le temps, ben non, c'est ça, on dit souvent qu'on met du paillis quand on n'a pas le temps. C'est ça. Mais ça dépend vraiment, c'est parce qu'après, quand on fait notre récolte, on est pris avec le paillis. Fait que souvent, les annuels, les potagers, c'est les endroits où on en met un peu moins, parce que les annuels, c'est d'année en année, on doit retravailler notre terre, puis replanter, ce qui fait que, généralement, on met plus ça autour des vivaces. C'est un potager avec des fines herbes vivaces, là, ça pourrait se faire, mais même là, des fois... Moi, personnellement, je l'utilise pas dans le... Oui, c'est ça. Ben, il y a autant de pratiques horticoles, de pratiques maraîchères ou potagères que de jardiniers, hein. Oui, tout à fait. Est-ce que tu l'utilises, toi? Ben, moi, j'ai tout essayé, là. Okay. Mon premier jardin, tu sais, je sortais d'un cours de permaculture, là. Fait que là, j'étais bien... Tu sais, des fois, quand on est jeune, puis on se fait offrir des principes, tout ça, on les applique, là, vraiment fermement, là. Fait que là, j'avais mis de la paille à grandeur dans le cours de mes parents. Tu prends par là à ma mère, elle s'en souvient. Ah oui? Puis, c'est intéressant. Puis ça a super bien été, tu sais. Mais j'avoue que, tu sais, pas dans mes plates-bandes où j'avais fait des semis, tu sais, les carottes, les radis, tout ça. Non, mais c'est sûr que ça pousse pas à travers le paillis. Mais ma cour était remplie de paille, puis au début, ça avait l'air de rien, mais à la fin, c'était tout un jardin. Je pense que j'ai arrosé 3 fois dans l'été. Ah oui, c'est sûr. Parce que c'est ça, là, c'était un... Moi, c'est ça, dans les pots, moi, je trouve ça intéressant, quand même. Ouais, c'est oui, ça dépend un peu oui, dans des pots, effectivement. Ouais, ça... Mais c'est pour ça que je prends souvent mes mauvaises herbes, sont assez grandes, je vais les prendre comme paillis à la base. Oui, c'est ça. C'est ce que je vais faire. Ouais. Ça a l'air un peu négligé, mais souvent, ça se décompose, ça sèche, puis ça fait pas... c'est ça dépend toujours de notre vision. Tant qu'ils sont pas montés en graines. Non, exactement, c'est ça. Mais souvent, il faut passer avant. Là. Pour ça, je parlais de printemps là, pour le désherbage, parce que c'est rarement monté en graines. Puis, Ben, merci beaucoup, Hélène. On va maintenant être beaucoup plus tolérants avec les herbes qu'on trouve dans notre jardin. Alors, avant de conclure, Marie-André va nous parler fort à propos des fleurs comestibles dans sa capsule horticole. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre. Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Intégrer des fleurs au jardin est assurément un plus pour embellir votre espace, une façon d'attirer des insectes alliés et pollinisateurs, ainsi que de stimuler la biodiversité. Si ces mêmes fleurs étaient comestibles, ce serait génial, non? Je vous présente ici une petite liste d'inspiration, des coups de cœur à cultiver l'an prochain dans votre potager ou votre plate-bande. De plus, faire usage régulier des fleurs de votre potager en stimule la continuité, puisque cueillir encourage la floraison. La capucine est une plante annuelle à floraison continue entre juin et fin septembre. On qualifie habituellement le goût de poivré, corsé ou même piquant. Lorsqu'elle fit son apparition en France au 18e siècle, on la nommait d'ailleurs cresson du Pérou pour ses similarités au niveau gustatif. Les feuilles sont également comestibles. Récupérez les graines à l'automne pour les ressemer au printemps, mais aussi pour les mariner et en faire un condiment rappelant les capres. Avant de la cuisiner, rincez abondamment car la capucine est réputée pour attirer les pucerons. Elle trouve facilement sa place partout au jardin, mais sachez qu'un seul plant peut beaucoup s'étendre. Les fleurs se déclinent dans un beau coloris de couleurs chaudes. Il existe une multitude de variétés, grimpantes, naines, à feuillage panaché, à vous de choisir. Le souci ou la calendule est reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes. Cette plante annuelle aux fleurs d'un jaune clair à l'orange vif fleurit en continu de juin à fin septembre, même jusqu'au gelé. On consomme les pétales uniquement. Elles ne sont pas particulièrement goûteuses, mais colorent et agrémentent les plats. On peut imaginer, par exemple, un beurre fouetté de ces magnifiques pétales orangés.
Comme la capucine, les boutons fleuraux pourront être marinés. Le souci se sèche bien pour être utilisé toute l'année. Si vous laissez quelques plants en place à l'automne, il y a de fortes chances qu'ils se ressèment à la saison suivante. La pensée est disponible dans un éventail de couleurs presque infini, unicolores, bicolores et même tricolores. Cette petite fleur délicate est un incontournable au jardin. En plus de sa grande variété de couleurs, vous trouverez une multitude de grosseurs de fleurs, mélangez-les. On dit que les fleurs ont un petit goût sucré, certaines variétés étant reconnues plus sucrées. Plantez-en une fois au jardin et elle se ressèmera facilement pour les années à venir. Sa floraison est abondante et continue de mai à septembre. Comme son pédoncule est amer, utilisez seulement la sommité fleurie en cuisine, vous pourrez ainsi la manger entière. L'aspect croquant de l'hémérocale est ce que l'on distingue d'emblée la première fois que l'on goûte cette fleur. Bien que ce soit une vivace, on peut presque la qualifier d'éphémère puisque chaque fleur qui s'ouvre le matin meurt le soir venu. Mais soyez rassurés, sa floraison est longue et abondante, de juin à septembre, vous aurez le temps d'en profiter. Saviez-vous qu'il existe plusieurs milliers de variétés? On consomme seulement les pétales, il faut donc retirer les étamines et le pistil. Versatile, elle peut être servie crue, farcie et même frite. Pouvoir goûter le nectar que mangent les papillons, est-ce possible? Si vous possédez un massif de monardes, ce délice sucré sera à votre portée, puisque ces réceptacles en forme de trompette renferment chacun une petite dose de nectar. Vous aurez même l'occasion d'observer les colibris et papillons qui en raffolent. Sa floraison se concentre principalement en juillet et août. Si vous pensez planter des monardes, prévoyez de l'espace puisque cette vivace a tendance à s'étendre. Certains diront même qu'elle peut être envahissante. Aussi, elle a tendance à être affectée en fin de saison par le blanc ou le mildiou poudreux. Certains cultivars sont désormais reconnus résistants. Malgré tout, elle reviendra en force l'année suivante. Son petit look ébouriffé saura assurément vous charmer. Il existe évidemment une foule d'autres exemples alléchants. Je souhaite vous avoir donné le goût d'expérimenter. Et on vous rappelle que cet épisode vous a été présenté par Caribou, le magazine de la culture culinaire québécoise raisonnée. Rendez-vous à cariboumag.com pour vous procurer les derniers numéros. Alors, pour en revenir aux mauvaises herbes, bien sûr, il y a des mauvaises herbes plus dures à aimer que d'autres, mais ça vaut vraiment la peine d'identifier les mauvaises herbes de votre jardin parce que vous aurez peut-être de belles surprises et vous découvrirez peut-être des alliés insoupçonnés. Oui, moi, je me souviens d'être allée chez une amie à Saint-Roch-des-Aunais il y a des années de ça déjà. Et puis, il y avait des amis à elle qui étaient là. Tu vois, je me rappelle plus c'était qui, je me rappelle plus leur nom, mais ce que je me rappelle, c'est qu'avec eux, on avait fait une énorme corvée de désherbage dans le jardin. Puis, le soir, on avait mangé là pratiquement tout ce qu'on avait arraché. Fait que finalement, on aurait pu tout mettre ça dans le compost, mais tout ce qu'on avait arraché était comestible. Puis tu sais, moi, ça fait longtemps de ça, là, c'était un moment de ma vie où je connaissais moins les plantes. Puis je me rappelle que ça m'avait vraiment impressionnée, tu sais, de réaliser que j'aurais pu passer, tu sais, j'aurais pu être à un cheveu de passer à côté d'une richesse, de repas délicieux. Ben oui. Puis tu sais, c'est pas nécessairement les choses les plus faciles à prêter, là, en cuisine, mais okay. Un de ces gars-là, dont le nom m'échappe complètement, avait été cuisinier au Vivre, tu sais, le restaurant bien connu à Montréal. Fait que c'était tout un repas. Et depuis ce jour, tu sais, je vous ai dit tantôt que je salivais quand je voyais de l'ortie. Je pense que je suis quelqu'un de bien, j'ai des réactions très physiques à mes envies culinaires parce que la bardane me fait la même chose. Puis tu sais, la bardane, c'est une des plantes qu'on a mangé cette soirée-là. Mais pour ceux qui savent pas, là, c'est les tocs. Ben ouais, les tocs. Les pic-pic, là. Reste pogné après notre linge. Oui, c'est ça. La tige, pas la tige, pardon, la racine, tôt au printemps ou tard à l'automne, est vraiment délicieuse. Eh ben. Eh oui. Alors, merci à vous tous et toutes d'avoir écouté Mâche Patate. On espère que les sujets qu'on couvre vous plaisent. N'hésitez d'ailleurs pas à vous manifester s'il y a des sujets dont vous aimeriez particulièrement qu'on parle. Puis, si vous appréciez notre travail, ben faites-nous-le donc savoir, ça nous encourage toujours. Puis, on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye! Au revoir!